Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire concernant les métiers de demain. On s'était retrouvé tout à l'heure concernant les métiers du développement durable. Et là, nous nous retrouvons effectivement pour 40 minutes à nouveau pour parler des métiers de demain avec bien sûr les intervenants qui sont à votre disposition tels que Bruno Meunier, Clotilde Berg et bien sûr Anne-Laure Crêpe qui bien sûr ces personnes se présenteront par la suite et approfondiront leur champ d'action. Cette action va durer environ 40 minutes. Vous avez le chat en haut à droite où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez qui seront relayées. Bien sûr, nous tentons de répondre à toutes les questions. Moi, je suis Alain Cespedes de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à Pessac. Je suis conseiller d'information et là en charge de la présentation de l'animation, mais aussi en charge du relais concernant les questions et les approfondissements vers lesquels vous pourrez aller vers les services de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, soit au 0800, soit sur notre portail. Je vous le redirai tout à l'heure de manière beaucoup plus précise. Aujourd'hui, nous sommes sur les métiers de demain. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est vaste, les métiers de demain, mais toutefois, il est quand même important de signaler quelques éléments. La révolution numérique, vous le savez, tout comme moi, comme tous les intervenants, qu'elle est en marche, et aussi la notion de réduction de la fracture numérique. Nous reviendrons là-dessus. Selon une étude publiée par Dell cette année et l'Institut pour le futur, il apparaît que 85% des emplois d'ici 2030 n'existent pas encore. L'intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement transformer en profondeur les métiers existants, mais en créer de nouveaux. On n'a pas encore les contours de ces métiers, mais il y a quand même quelques métiers connus tels que les éthiciens, les psy-designers. Bien entendu, vous pourrez aller avec les intervenants sur ces métiers-là. Certains métiers de demain sont toutefois déjà une réalité, bien entendu, tels que les roboticiens, les data scientists, les pilotes de drones civils, les imprimeurs 3D, les BIM managers ou autres. D'ailleurs, vous savez que ces profils, ce sont des profils très recherchés par les entreprises de différents secteurs d'activité, car vous avez bien vu, ces métiers-là sont attendus demain et seront extrêmement importants. Nombre de ces métiers sont accessibles du diplôme à partir de bac jusqu'à bac plus 5 pour certains. Alors, toutes les grandes entreprises, bien sûr, se sont engagées dans la transformation numérique et il s'agit pour elles de valoriser leurs données afin de faire face à la concurrence des géants du web et des développeurs de nouveaux modèles économiques. Alors, pour les métiers, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous savons que dans ce domaine-là, on a les métiers du numérique, les métiers de la robotique et les métiers de la réalité virtuelle, bien entendu, les métiers de demain qui existent déjà. Dans les métiers de la robotique, quelques éléments tels que les data miners, les data scientists, les chefs data, les experts en cybersécurité, les développeurs web. Dans la robotique, on peut avoir les concepteurs de robots, les mécatroniciens. On va en reparler sans doute avec Anne-Laure. Et bien sûr, les opérateurs à commande numérique, les techniciens de maintenance. Dans la réalité virtuelle, on a les designers d'environnement immersif, les développeurs d'applications. On a également les BIM managers dont on a parlé. Et pour les métiers qui existent déjà, on a les BIM managers, bien sûr. On a les pilotes de drones civils et on a aussi les développeurs web. Il y en a toute une panel de métiers existants, mais nous n'avons pas, compte tenu du temps imparti, la possibilité de vous faire l'exhaustivité, mais quoi qu'il en soit, les intervenants qui sont là vont vous éclairer, vont répondre à l'ensemble de vos questions. Dans ce cadre, nous aborderons quelques éléments d'information sur les métiers, les secteurs d'activité, leur lien aussi avec le développement durable, parce que c'est quand même l'objectif même de Teams Up, les aspects techniques de certains secteurs d'activité, l'accès à ces métiers en termes de formation, en termes de parcours et voire même de passerelles pour certains, les canaux de recrutement, les perspectives et débouchés, et éventuellement, si on a le temps, on pourra parler de l'évolution de ces métiers, bien qu'on parle de métiers de demain. Donc, tout cela, nous avons 40 minutes réparties qui nous permettront d'apporter quelques éléments d'éclaircissement à tout le public nombreux que je vois inscrit sur cette action pour les évolutions des métiers de demain. Alors, on va commencer avec Bruno, bien entendu, qui va se présenter, qui va vous présenter les métiers de son secteur et également les différents aspects de ce qu'on a traité préalablement.
Bien, Merci beaucoup. merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler des métiers de demain d'hier, en fait, puisque comparativement à mes consoeurs, si je puis dire, l'agriculture dont je fais partie, puisque mon activité, moi, Bruno Meunier, qui dirige la NEFA Gironde, l'antenne girondine de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, notre métier, c'est d'aider nos adhérents qui sont agriculteurs à recruter, à former leurs salariés. Et donc, en fait, on est au contact direct de leurs préoccupations en termes de métier. Sauf que, en fait, l'agriculture est lente et ce que nous, on appelle aujourd'hui les métiers de demain en agriculture, pour vous, mesdames, ce sont les métiers d'hier, puisque nous, on intègre aujourd'hui, on fait l'équivalent aujourd'hui en agriculture de notre révolution sur le tour numérique. Vous voyez un petit peu où on en est. On a quelques années de retard par rapport au monde. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, on n'a pas forcément des métiers en tant que tels qui se développent autour du numérique, mais on a des métiers qui intègrent le numérique, qui l'aspirent, qui l'englobent et qui font qu'à un moment donné, le numérique devient une composante intrinsèque et importante de l'activité. Je m'explique. On a, sur le département de la Gironde, on a une petite activité qui s'appelle la viticulture. Et la viticulture, aujourd'hui, recrute des conducteurs d'engins qui sont devenus des pilotes, dans lesquels, de façon embarquée, on a des postes de pilotage, puisque la mécanique et les engins agricoles aujourd'hui utilisent pour leur fonctionnement différents brevets, et 50% de ces brevets arrivent directement de l'aéronautique. Donc automatiquement, on rentre dans un cockpit dans lequel la programmation informatique, l'informatique en tant que telle, tient une grande place. On a des engins qui aujourd'hui se conduisent tout seuls. Cabine climatisée, radio, télévision, jacuzzi, on roule. Le tracteur roule tout seul et on est là juste pour vérifier et être sûr qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et de panne. L'engin est couplé via l'ordinateur au GPS. Tout a été marqué par parcelle en utilisant les compétences de pilote de drone qui ont marqué avec le GPS et avec les satellites les parcelles. Et le tracteur y suit. Et donc, on a un débattement, c'est ce qui se passe en grande culture céréalière. On a un débattement, si vous voulez, au kilomètre linéaire qui est de moins d'1 millimètre, alors qu'un individu sur la même longueur est à peu près entre 10 et 15 cm de débattement. Donc, automatiquement, on a un gain de productivité, puisque quand on intègre un nouveau métier, c'est que l'idée, c'est aussi d'assurer un gain de productivité. Et ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a intégré complètement les compétences de l'informatique, puisqu'on a toute une partie de notre activité qui concerne la traçabilité. Et aujourd'hui, on ne peut avoir de traçabilité dans un métier que si on peut suivre l'évolution et le suivi même de l'activité. Et donc, on a été amené à demander à des spécialistes de l'information de créer des outils, de suivre ces outils et de les faire évoluer. Aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle des outils de gestion globale de l'activité agricole dans lesquels on peut en temps et en heure consulter son écran et on voit le vent faire bouger les feuilles de la vigne. On voit les épsilets. C'est des animations, c'est évident, mais il faut d'avoir ce suivi, cette logistique de suivi qui fait qu'on intègre tranche par tranche toute l'activité pour pouvoir remonter de la bouteille à la motte de terre dans laquelle on a planté le pied de vigne, pour pouvoir remonter du litre de lait jusque à la génisse, pour pouvoir remonter, pour ceux qui en mangent, du steak jusqu'au bœuf. Je dis bien pour ceux qui en mangent. Pour remonter de la courgette jusqu'à la courgette. Tu as parlé tout à l'heure des conducteurs d'engins qui deviennent des pilotes. Et également qui sont là en tant que techniciens, si j'ai bien compris, plus que des conducteurs. Est-ce que ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont aussi pris lors de la formation de ces futurs salariés? Oui, puisqu'on a aujourd'hui, comme toute activité, hein, on a différents niveaux. On continue à former des conducteurs d'engins et on forme des pilotes d'engins agricoles. Et dans la formation de pilotes d'engins agricoles, il y a une partie de la formation qui s'appelle et utilisation d'engins agricoles informatiques embarqués. Donc on apprend en fait à programmer et à utiliser. On n'est pas sur la programmation en langage informatique, hein. On d'outils embarqués et on va demander
les réglages, on va programmer les fonctions de l'outil en fonction, un peu comme on le fait aujourd'hui pour ceux qui s'y connaissent un peu. Quand on veut faire des montages photos, on utilise Monsieur et Madame Photoshop, on a des filtres, on a des réglages qu'on peut utiliser pour modifier, pour mettre en avant. C'est un peu la même logique, on a nos programmes, on a les outils qui sont à disposition et on peut régler finement, on peut structurer et surtout on peut utiliser, c'est pour faire le lien avec le webinaire précédent, l'informatique embarquée aussi nous permet de raisonner la consommation même du gasoil utilisé pour l'activité de production, à savoir que l'informatique nous sert aussi à mieux conduire et à faire ce qu'on appelle une éco-conduite, à utiliser moins pour rouler plus ou rouler mieux, puisqu'un tracteur, il roule pas plus, il roule mieux. Il lui faut de la puissance, il lui faut pas de la vitesse. Voilà un peu. J'arrête de parler parce que je vais monopoliser, j'ai déjà parlé 10 minutes. Dans le cas aussi de la pulvérisation sur les pesticides, il y a une rentabilité qui est faite. Mais c'est très intéressant ce qu'on dit. Alors, si j'entends bien, dans les métiers qui se cachent derrière, on va avoir les conducteurs d'engins, on va avoir les producteurs en viticulture ou même en production maraîchère. On va avoir également les producteurs céréaliers. On va avoir aussi toute la maintenance autour de cela, les mécaniciens d'engins agricoles, le Mécanicien, machinisme, électromécanique, hydromécanique. hydromécanique. Quels sont les différents métiers? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus précisément sur les métiers et les tâches qu'on peut… En fait aujourd'hui, si on prend l'activité transversale qu'on va retrouver partout dans l'agriculture, le tracteur. Aujourd'hui, l'avenir du tracteur est électrique. Comme beaucoup d'activités, les premiers essais ont été faits l'an dernier ou il y a 2 ans, lors du Vinitec non confiné, où on a reçu les premiers tracteurs électriques qui ont une autonomie aujourd'hui d'une demi-heure. Les batteries sont pas encore opérationnelles par rapport à la puissance dont on a besoin. Mais aujourd'hui, les gros métiers qui existent, ou le plus gros métier qui existe, c'est les métiers liés à la mécanique, à l'électrotechnique, à l'informatique, qui suivent les engins. Aujourd'hui, une exploitation agricole qui, malheureusement, n'aurait pas d'engin pour une superficie donnée. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on a des exploitations agricoles de 1 hectare et demi qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un engin roulant. On peut se débrouiller sans. Mais dès l'instant où on atteint une taille critique de 5, 6, 10 hectares, on est obligé de démultiplier sa fleur de travail. Et aujourd'hui, une des solutions, c'est le tracteur. En raisonnant l'activité, mais tous les tracteurs demandent à être construits, à être conduits, à être entretenus, à être suivis et à être sortis du circuit et à être recyclés. On est dans ces logiques-là. On a de la création, puisque pour ne pas faire de publicité, on a sur l'appellation Libourne-Montagne une école qui s'appelle l'école de pilotage Agricap Conduite, à laquelle s'est adossé un constructeur de machines agricoles qui développe et qui utilise des brevets d'aéronautique et qui développe de nouveaux outils pour la viticulture et pour le chai, et qui utilise l'école comme aussi un outil de test des futurs engins. Donc on est dans un système qui est en auto-implémentation, si je puis dire, où tout est lié, tout est en fonctionnement. Tout est dans tout. On est dans une logique de tautologie, en fait. Est-ce qu'on peut parler de mécatronicien ou d'électromécanicien en agriculture? Pas encore. Pas encore, parce qu'on n'a pas la définition. Mais dès qu'on l'aura, oui. Ça fait partie des métiers de demain. Ça fait partie des métiers de demain. Pour l'instant, ce n'est pas des métiers qui sont intégrés en tant que tels, parce que on n'intègre pas un métier en fait en tant que tel. On ne dit pas on va faire appel à ce corpus de métiers, à cette formation. On regarde un petit peu dans ce qui existe et on va prendre une compétence, on va prendre un contenu, on va prendre une idée. Et à un moment donné, le fait de prendre des idées, des contenus, on aboutit à la création d'un métier de façon purement galvaudée. Un exemple, et après j'arrêterai de parler, je vous le promets, mesdames. C'est l'exemple type, c'est le no-tourisme. On entend parler depuis des années, le no-tourisme. Le tourisme, on a des formations qui existent depuis des années. Depuis des années, on forme des animateurs, des animatrices, des accueillants, des guides touristiques. On en forme depuis des années. Sauf qu'en agriculture, ça fait 4 ans qu'on a une formation dédiée en no-tourisme. Il a fallu qu'à un moment donné, à force d'aspirer des compétences, des contenus, qui parle anglais, un tel qui parle le chinois, on intègre de la visite, on intègre de l'imagerie, on intègre de la simulation. À un moment donné, le fait d'intégrer et de faire le Géo trouve tout, le gentil sorcier dans sa cuisine qui développe un nouveau métier, une nouvelle activité, à un moment donné, on change de braquet
et je bricole dans mon établi, dans ma cuisine, et j'envisage de recruter quelqu'un qui pourrait faire ça et ça et ça et ça, à un moment donné, on a un métier clairement positionné qui arrive. Et aujourd'hui, en viticulture, par exemple, on a une école à côté de Libourne qui a 3 niveaux de formation, un niveau bac, un niveau licence et un niveau équivalent master en œnotourisme. Donc, on est passé de on aspire une compétence à on crée clairement une activité avec une formation. Et aujourd'hui, au niveau de l'informatique, les métiers du numérique, on est un peu pour nous dans le balbutiement. On picore, on va grappiller un petit peu de tous les côtés, on intègre, et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on est lent, on aura clairement un métier à part entière. Aujourd'hui, on a en test et en exploitation des robots dont le métier, c'est de désherber les radis. Comme ça. Ils sont tout petits. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu se poser la question de pourquoi c'est embêtant de désherber les radis, parce que c'est très près du sol et ça fait mal au dos, et comment on peut faire pour pallier ce système-là et comment on fait. On a été voir des personnes dont le métier, c'est la robotique. On les a amenés sur les exploitations et on leur a demandé comment vous pouvez nous aider. Et à partir de là, il y a des outils qui sont arrivés et avec l'arrivée des outils, les métiers ont suivi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une logique d'intégration. On va chercher l'outil, on répond à un besoin technique parce que c'est là-dessus dont on a besoin, c'est ce qu'on sait faire. On n'est pas dans une logique de conceptualisation. Et dès l'instant où on a l'outil en main, où on nous a expliqué comment il fonctionne, le premier truc qu'on fait, c'est on démonte et on essaye de voir ce qu'il y a dedans. Et après, on se dit, OK, maintenant qu'on l'a démonté, maintenant qu'on sait comment il fonctionne, comment on va pouvoir le dupliquer, le faire évoluer par rapport à nos besoins. Et donc, à ce moment-là, on intègre complètement le secteur d'activité parallèle et on intègre justement de nouvelles fonctions. Voilà, ça fait 16 minutes, ça fait beaucoup. Vous avez vu, messieurs, dames, pas de questions pour Bruno dans la mesure où il a tout dit. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les faire remonter, on y répond. Donc, on va continuer, bien entendu, avec nos intervenants, avec Clotilde, qui va nous parler un petit peu de ses activités, de son métier, de son champ d'action, et qui va tenter de répondre aux différents éléments que nous avons vus, les métiers, les aspects techniques, les formations possibles, également les débouchés sur ces secteurs d'activité et métiers. Merci Alain, bonjour à tous. Donc Clotilde Berg, je suis chef de projet innovation sociale à Autonome Lab. Et une de nos missions, c'est notamment de développer, de valoriser les métiers du grand âge. Et oui, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir et donc c'était pour vous démontrer que les métiers du grand âge sont aussi des métiers d'avenir qui existent effectivement depuis pas mal d'années et qui en même temps sont encore en plein essor, en pleine évolution, en pleine professionnalisation aussi. Si on reprend la question justement de l'essor, effectivement, le vieillissement de la population ne vous a pas loupé, vous n'avez pas loupé cet élément-là, avec du coup un nombre de personnes âgées qui augmente fortement, la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap qui invite justement à encore plus d'assistance de ces personnes-là. Et puis, on a différentes possibilités, soit ils souhaitent rester à domicile, tout ce qu'on appelle le maintien à domicile, ou aller en établissement pour être soutenu en établissement, et donc tout le champ de ce côté structure. C'est du coup un impact sur de nombreux métiers, cette question du vieillissement, parce que ça va toucher donc les métiers du grand âge social et médico-social et sanitaire dont on va parler tout de suite, mais ce sera aussi une multitude de métiers qui vont être impactés, du coiffeur à domicile, de l'artisan qui va intervenir à domicile différemment de s'il intervient chez un actif, etc. Donc, je pense que cette question du vieillissement est un des paramètres clés à prendre en considération. Ensuite, c'est un métier en pleine évolution. La crise les a révélés. Je crois que c'était des métiers qui étaient encore très dévalorisés. Et cette crise, ce confinement, notamment le premier confinement, a permis de remettre la vraie valeur sur ces métiers. Ça a été les métiers qui sont restés essentiels et qui ont continué du coup d'intervenir quand la plupart d'entre nous étions confinés. Ce sont des métiers qui ont fait partie de ceux que nous applaudissions à 20 heures parce que autour de ces métiers du grand âge, des métiers du prendre soin, il y a une question d'utilité, de sens au travail parce qu'on est dans l'humain, on est dans le prendre soin, de prendre considération de l'autre. Et ce sont des métiers qui aujourd'hui se professionnalisent. Il y a effectivement, je pense que jusqu'à maintenant, tous ces métiers étaient peu professionnalisés. Dans les années 50, ils sont apparus parce qu'on considérait que c'était normal de prendre en charge nos parents âgés. Avec aujourd'hui la
prise en considération de l'individualisation. Il y a une dissociation justement des familles, avec aussi la revendication des personnes de continuer à rester chez elles. Et ben, ces métiers se professionnalisent. Et aujourd'hui, ces métiers sont en pleine évolution en termes de nouvelles formations qui se développent, de reconnaissance qui leur est attribuée. C'est aussi des évolutions dans les métiers en tant que tels. Déjà parce qu'effectivement, les seniors d'aujourd'hui, les seniors de demain ne sont pas ceux d'hier. Il y a beaucoup de seniors qui savent très bien manier les nouvelles technologies. On a des nouvelles technologies, justement, et alors on parlera tout à l'heure, qui aussi arrivent dans les domiciles, arrivent dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et les professionnels du social médico-social vont devoir interagir avec ces solutions techniques et technologiques. C'est à la fois dans ces solutions qui sont à domicile pour faciliter la vie des personnes fragiles, que ce soit des lits médicalisés, que ce soit des capteurs à domicile en cas de chute, des détecteurs de mouvement pour allumer justement un chemin lumineux pour faciliter le déplacement des personnes fragiles jusqu'aux endroits où elles ont besoin d'aller. Mais c'est aussi tous ces outils de coordination et de communication. Le smartphone devient un outil professionnel. Donc les professionnels de domicile, je pense notamment aux aides à domicile par exemple, ont des téléphones de plus en plus souvent qui leur permettent d'avoir tous les éléments relatifs à la personne auprès de qui ils vont devoir intervenir, qui leur permettent d'avoir leur emploi du temps en temps et en heure, d'avoir de quoi aussi faire signer les listes de courses. Et puis, on a les cahiers de liaison sur des tablettes aussi. Donc, on va interagir avec les autres professionnels sur ces tablettes-là. Et on peut aussi travailler avec ces smartphones, ces tablettes, au travers d'applications qui se développent aussi. Je pense notamment à une application qui a été développée pour soutenir l'activité physique adaptée des personnes fragiles et qui permet aux professionnels de faire du sport en même temps qu'ils font faire du sport. Et donc, toutes ces nouvelles applications se développent et concourent à recentrer les métiers de l'aide, du soin, sur des métiers de stimulation. On est dans le faire et non plus le faire à la place d'eux. Donc, il y a des enjeux de stimulation, de soutien à la vie sociale, d'accompagnement, d'encouragement de la personne, d'écoute énormément. Donc, c'est des métiers, alors peut-être en termes de compétences qui sont attendues, où le savoir-être est extrêmement important, puisqu'on parlait de l'humain tout à l'heure. Et donc, la question de l'écoute, de l'observation, de l'adaptation à l'autre est extrêmement importante. Et justement, aujourd'hui, ces métiers du prendre soin, et notamment ces métiers du domicile, sont encore plus en train d'être valorisés, et notamment dans ces nouvelles compétences qu'on leur demande. Aujourd'hui, on se rend compte que qui mieux qu'une aide à domicile peut repérer la fragilité d'une personne. Et donc, on va leur attribuer de plus en plus de missions de repérage de la fragilité dans une dynamique aujourd'hui où on essaie de faire évoluer les pratiques managériales en leur donnant des clés de posture professionnelle avec notamment l'approche Montessori qui se développe à domicile ou en structure et qui permet d'être encore plus dans l'adaptation aux besoins des personnes fragiles. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de se mettre à la place de l'autre qui est très fort et qui est vraiment en pleine professionnalisation. Avant que tu ailles plus loin, j'ai bien compris la notion d'adaptation aux besoins, quelque chose d'extrêmement important. Tu as bien dit que les seniors d'hier ne sont pas les seniors de demain. Les demandeurs d'emploi non plus, les salariés, de l'aspect social. Qu'est-ce qui a été mis en place effectivement pour réduire, pour permettre à ces personnes de pouvoir vivre, même s'ils sont d'hier, dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui? C'est la professionnalisation de ces différents professionnels, de cette palette de professionnels. C'est le renforcement du travail en équipe qui permet justement d'être à l'écoute à la fois des besoins des plus âgés aujourd'hui pour prendre en considération leurs histoires, effectivement, dans ces métiers du care, qu'on peut aussi appeler care au sens anglophone du terme. Eh ben, c'est comment est-ce qu'on prend en considération la personne là où elle en est. Et donc, en prenant en considération les histoires de vie, les envies, les capacités qu'il reste et qu'il faut maintenir, stimuler. Et le travail en équipe va permettre justement d'accompagner, de partager les regards et de faire évoluer justement les prises en charge. Ensuite, c'est aussi... Ma question était orientée sur la fracture numérique. Donc, la fracture numérique, c'est ce que j'allais justement y venir, c'est toute la question des formations continues qui sont proposées aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui, souvent, il y a des diplômes qui sont accessibles, que ce soit de niveau infra-bac, donc avant le bac, dès la troisième, on peut s'orienter vers des diplômes CAP pour intervenir sur tout ce qui est aide au ménage, à l'entretien, sur des bacs professionnels. On a aussi donc avant le bac d'ailleurs les diplômes d'État d'accompagnant éducatif et social. On a des métiers niveau bac, bac pro ASSP, bac pro SAPAT, et on a ensuite des BTS
des diplômes d'État qui permettent justement d'être tout dans la chaîne de ces métiers-là. Et il y a ensuite un très gros programme de formation continue, c'est-à-dire de formation tout au long de la vie, à la fois sur des spécialisations pour réduire justement, pour que ces professionnels, déjà avant même de réduire la fracture numérique des personnes âgées, il faut déjà que les professionnels soient compétents et connaissent et comprennent les usages et les nouveaux usages de ce numérique au service des personnes fragiles. Et donc souvent, la question de la fracture numérique, elle est résolue par ces professionnels qui, soit en collectif, soit en individuel, vont accompagner, former, au travers d'ateliers numériques par exemple, les personnes fragiles, les personnes âgées, dans l'utilisation finalement de ces nouvelles solutions qui arrivent dans leur quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, parce que j'ai bien compris que c'était souvent des intervenants ou des accompagnants de vie, ceux qui étaient aussi, qui avaient des diplômes d'État ou autres, qui permettaient effectivement, en se formant, de pouvoir répondre aux attentes de ces seniors ou de ces personnes en difficulté numérique pour pouvoir aujourd'hui avoir le même niveau d'information, ou en tout cas être informés sur les différentes mises en œuvre, les normes écologiques, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Et donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, tu as souligné le fait que les salariés aussi qui sont en fracture numérique doivent combler ce manquement pour pouvoir mieux répondre aux besoins des participants. Tout à fait. Et c'est là où il y a cette politique justement forte de formation en emploi qui est importante à prendre en considération. Et donc, c'est justement toute cette dynamique qui se met en place aussi à l'échelle des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de travailler sur la question de la continuité de la prise en charge des personnes. Et c'est en ça que c'est des métiers qui avant étaient des métiers très isolés, et aujourd'hui, de plus en plus, des métiers qui travaillent en équipe avec des plateformes qui permettent justement de mettre en coordination ces acteurs-là, de mettre en dynamique ces acteurs-là. Et donc, il y a aussi tout un panel de nouveaux métiers qui existent, qui se développent, de coordinateurs de parcours, de référents de parcours, de gestionnaires de cas, qui sont des métiers où finalement l'objectif c'est de mettre en relation l'ensemble des acteurs qui interviennent à différents moments de la journée, que ce soit dans la vie quotidienne, dans les actes essentiels de la vie, dans la stimulation activité physique adaptée, dans l'aménagement du domicile, dans la question du soin et du prendre soin. Et donc, c'est la mise en dynamique de tous ces acteurs-là pour voir justement quelles sont les lacunes, quelles sont les difficultés et établir des plans personnalisés de soins, des plans personnalisés de vie et de soutien à l'autonomie, quoi. Tu as parlé de qualification des CAP, des diplômes d'État, des bacs, voire plus. Quels sont les autres accès également à ces métiers? Est-ce que ça passe uniquement par la certification, parce qu'on est responsable quand même de personnes? Est-ce que ça passe obligatoirement par une certification, par un diplôme, par un titre, pour pouvoir exercer ces métiers-là? Alors, pas nécessairement. Les métiers du domicile, notamment être aide à domicile, on peut le faire sans formation. Après, aujourd'hui, c'est de moins en moins souhaité au regard justement des exigences de ces métiers-là. Ce n'est pas la même chose d'intervenir chez une personne âgée que d'intervenir chez sa mamie. Et donc, cela demande des compétences professionnelles sur lesquelles on invite tous les acteurs qui sont intéressés par ces métiers de se former. Mais ce sont des métiers qui effectivement sont accessibles sans formation. Et il y a différents contextes d'emploi possibles. Soit je peux intervenir en emploi direct. Je trouve une personne âgée, une personne qui a besoin d'aide à son domicile, qui va être mon employeur. Et donc, je vais être son salarié. On appelle ça le particulier employeur. Je peux intervenir sans diplôme, mais je peux aussi, il y a des diplômes dans ce secteur-là, dans cette branche professionnelle-là. Je peux intervenir aussi dans les services mandataires ou prestataires. Et là, je vais être salarié, dans le cas du prestataire, par le service d'aide à domicile. Et donc, on voit bien qu'à domicile, il y a cette possibilité-là. Mais vraiment, on recommande vivement la formation parce qu'on se rend compte que tous les gens qui partent en formation vont à un moment donné pouvoir justement mettre des mots, mettre des compétences et aussi financièrement, il y aura une reconnaissance qui va se faire dans la mesure où on est qualifié. Et donc, tout ça permet aussi d'accéder à des évolutions professionnelles possibles pour permettre justement un parcours de formation, un parcours professionnel épanouissant. J'ai 16 ans. Je veux accéder à ces métiers. Que dois-je faire? Alors, je pense que le plus important, c'est d'aller voir son conseiller d'orientation
parce que c'est lui qui effectivement pourra évaluer au regard des compétences du jeune, de ses motivations, les différents métiers qui s'offrent à lui et les différentes filières qui s'offrent à lui, parce qu'il existe différentes voies d'entrée, soit les voies de l'éducation nationale, avec ce qu'on évoquait, l'histoire des diplômes d'État d'auxiliaire de vie sociale, d'auxiliaire d'accompagnement éducatif et social, pardon. Et puis, il y a aussi ces formations ensuite qu'on peut faire par les titres assistants de vie aux familles avec l'AFPA, le Greta, qui vont dispenser ces différentes formations. Et donc, ça va dépendre un peu du parcours du jeune, de ce qui l'intéresse, qu'il a envie d'aller jusqu'au bac, s'il a envie de continuer après le bac. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se faire accompagner par des conseillers d'orientation, que ce soit les conseillers d'orientation de l'établissement scolaire ou tous ceux de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. J'ai 32 ans, je suis aide-soignante ou infirmière et je veux me réorienter vers ces métiers-là. Est-ce qu'il existe des passerelles spécifiques? Alors, il va exister des passerelles. Si vous êtes en emploi, il est extrêmement intéressant d'aller voir ces conseillers d'évolution professionnelle qui sont au niveau des OPCO, les anciens l'ancien en tout cas, exactement. Donc, c'est eux qui vont pouvoir accompagner aussi dans ces évolutions professionnelles possibles. Et pareil, les conseillers de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine vont pouvoir dresser justement les évolutions de carrière possibles, puisque effectivement, beaucoup de ces formations permettent des passerelles, des dispenses, notamment au moment de les admissions. Il y a des dossiers en moins à remplir, il y a des modules de formation qui sont dispensés, et tout va dépendre du projet professionnel de la personne. Pour transition, effectivement, vous avez la possibilité de contacter un conseiller d'information à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, à Pessac ou à Limoges ou en Nouvelle-Aquitaine au 0800 940 166 0800 940 166 et nous sommes là pour répondre à vos questionnements en termes de formation, lieu de formation, dispositif de formation, accès à la formation et bien sûr les financements de ces formations. Donc n'hésitez pas à venir vers nous soit via notre portail ou via le 0800 940 166. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que pour l'instant, je regarde s'il y a des questions concernant les deux secteurs abordés préalablement. C'est un petit peu calme, je pense que ça viendra d'ici peu. En attendant, je vais laisser la place. En tout cas, merci beaucoup Clotilde pour, je ne sais pas si tu avais fait le tour, mais en tout cas, merci beaucoup. On va passer à Anne-Laure qui va pouvoir nous parler des métiers du numérique. Oui, bonjour. Effectivement, je prends le relais et je reviens sur ce qu'ont dit Bruno et Clotilde, puisque nous, dans le numérique, on va créer les outils dont eux vont avoir besoin justement pour avancer aussi, se développer. Il faut savoir que dans le numérique, on se forme aujourd'hui dans le numérique, mais il faut savoir que dans le numérique, on va s'y former toute sa vie, parce que autant autrefois, quand on apprenait des techniques à l'université ou à l'école, ces techniques étaient valables pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elles sont vite obsolètes, tellement ça va vite. Donc, en fait, c'est de la formation en permanence dans le numérique. Même moi qui travaille dedans, moi, quand je faisais de la communication à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas tout ça, on avait des affiches, on avait la télé. Donc, forcément, voilà, tous ces métiers sont obligés de s'adapter un petit peu. Et dans notre vie, on va tous s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est génial parce que ce sont des choses qu'on aime faire. Donc, apprendre en permanence sur des choses qu'on aime faire, c'est très, très bien. Les métiers du numérique, il y en a effectivement, comme disait Hélène, plein qui se développent. Il faut savoir que Hélène parlait tout à l'heure de métiers plutôt techniques. Mais il n'y a pas que des métiers techniques, il n'y a pas que des métiers pour les geeks, entre guillemets, ou que pour les matheux. Il y a aussi beaucoup de métiers, notamment dans la communication, qui sont vraiment accessibles à tous. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des nouveaux métiers qui émergent en fonction des besoins. On a 3 niveaux de métiers, j'ai envie de dire. Il y a les métiers d'évolution qui suivent l'évolution de besoins. Il y a les métiers en révolution qui viennent un petit peu, qui changent parce que le besoin est là de changer. Et on a les métiers en mutation complète, en innovation radicale. Alors, dans les métiers en évolution, on va retrouver tous les métiers de la communication, par exemple, avec les web designers, avec les développeurs, avec les programmateurs. On va avoir tous ces métiers. On va avoir de plus en plus de personnes qui vont être aussi dédiées à la sécurité informatique.
On le voit, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a plein d'entreprises qui se font hacker, des pirates informatiques qui rentrent dans les entreprises, qui récupèrent leurs données, leurs brevets. Enfin, voilà, ça devient très compliqué et on n'a pas vraiment été préparé à ça. Le confinement nous a un petit peu accéléré à tout ça. Et c'est vrai qu'il faut de plus en plus de gens qui soient là pour sécuriser tout ce qu'il y a en informatique dans les entreprises. Donc ça, ce sont vraiment des métiers d'avenir de sécurisation. Les autres métiers, Alain en a parlé, c'est tout ce qui concerne les données de l'entreprise, ce qu'on appelle la data. On voit bien aujourd'hui, quand on va sur un site internet, on prend notre nom, notre prénom, on se balade d'une manière un petit peu intéressée sur un site internet, on va voir telle page, et tout ce qu'on fait, ça donne droit, ça se transforme en données et toutes ces données sont analysées. Et pourquoi on analyse ces données? Pour savoir exactement qui on est, qu'est-ce qu'on aime, où on aime aller, qu'est-ce qu'on aime faire, pour que derrière, les marques puissent nous proposer ce qu'on attend presque, le meilleur voyage possible, le meilleur produit possible, et puis eux-mêmes se rendent compte avec toutes ces données que le produit qu'ils ont fait, ils peuvent le faire évoluer d'une certaine manière. Donc, tout ce qui concerne les métiers de la donnée, effectivement, ce sont vraiment des métiers d'avenir dans le digital. Tu as une question intéressante qui dit, dans le secteur du divertissement notamment, le cinéma, est-ce qu'il y a des évolutions du côté technique? Alors, du côté technique, c'est rigolo, j'en parlais ce week-end avec justement des gens du cinéma. Le métier du cinéma, hormis le fait d'être passé du film 35 mm au numérique, en fait, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Et la 3D? Alors, il y a la 3D, mais la 3D, personnellement, moi, ça fait longtemps que je connais la 3D. Donc, pour moi, c'est pas vraiment… Les évolutions, oui, il y a eu la 3D. Le 4K. Mais il n'y a pas la réalité virtuelle. Bon, c'est juste une manière une manière… Enfin, oui, c'est surtout dans les effets spéciaux, on va dire, qu'il y a eu des évolutions dans le cinéma qui ont été liées au numérique, quelque part. Mais en dehors de ça, il y a… Je croyais qu'il y avait eu un projet d'implication, c'est-à-dire en fait, on est dans le film, on fait partie intégrante, on a intégré grâce à des casques dans les décors. Et est-ce que c'est un projet d'avenir? Alors, c'est un projet d'avenir, ça fait penser au film Total Recall, mais c'est un petit peu ça, effectivement, mais là encore, ça reste de la réalité virtuelle et c'est une autre manière de jeu vidéo, quelque part. Je suis cinéaste aujourd'hui, je veux me former en tant que cinéaste. Ça veut dire que il faut que je tienne compte de toutes ces évolutions-là également. Mais est-ce que les établissements ou les centres de formation, bien entendu, doivent tenir compte de ces éléments et ont les outils adaptés? Dans les écoles de cinéma aujourd'hui, on a le cursus classique du film, de la réalisation, de la scénarisation, de la production, des choses comme ça. Et après, si on veut apprendre à faire des effets spéciaux, là, on passe vraiment sur des écoles qui sont différentes. Ou même de l'animation? Comme des écoles d'animation, comme il y a à Angoulême, par exemple, des écoles d'animation qu'il y a à Angoulême. Ouais. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire qu'on retrouve des métiers tels qu'animateur 3D, par exemple, dans ces métiers. Complètement, oui. Oui. Donc, alors, question concernant le secteur du numérique. La gestion, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui si moi je veux me lancer en termes de débouchés? Est-ce que c'est la gestion des données, le développement, l'évolution, la révolution, selon tout ce que tu as dit? Alors, dans la révolution, dans la révolution, on a des métiers qui n'ont rien à voir avec le digital pur, on va dire. Mais par exemple, on parle de plus en plus de responsables de ressources humaines 4.0. Parce que c'est un métier qui est en pleine révolution dans le sens où aujourd'hui, on n'est plus là pour juste embaucher des gens. On est là pour les suivre, on est là pour leur apporter des outils afin qu'ils se sentent mieux dans leur travail. On est là pour mettre en place des outils aussi pour les aider à se former, pour les aider à évoluer dans leur métier. Donc, le responsable RH en ressources humaines n'est plus du tout le même qu'avant. Il faut qu'il soit formé aux outils numériques. Et il faut qu'il travaille avec le numérique. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en révolution. Mais en révolution, on peut avoir aussi l'architecte de Smart City. Aujourd'hui, construire une ville, c'est plus juste construire des buildings, c'est aussi se dire
par où les gens vont passer, comment est-ce qu'on peut leur donner de l'information d'un point de vue digital au moment où ils vont être à tel endroit ou à tel endroit. Donc, il y a tout ça à construire. On fait plus juste passer des tuyaux d'eau ou d'électricité. Il faut faire passer aussi tout ce qui est fibre, tout ce qui est réseau télécom, Internet, pour que justement on puisse avoir des vélos connectés, pour qu'on puisse avoir des bus qui vont rouler tout seuls. Enfin voilà, on repense complètement le métier d'un architecte de ville. D'ailleurs, en parlant de repenser, effectivement, il y a une question intéressante de Louise qui nous demande est-ce que le télétravail a-t-il accéléré la numérisation au sein des entreprises? Alors oui, il a accéléré, effectivement, mais on s'est rendu compte aussi des limites parce que je parlais de sécurité tout à l'heure. Et ça a accéléré aussi, malheureusement, les attaques, les cyberattaques. Donc, c'est là où l'entreprise, aujourd'hui, est en train de se remettre un petit peu en question sur ses besoins, véritablement. Oui, l'entreprise a besoin de gens qui sont formés au digital. Oui, l'entreprise a besoin de gens en sécurité. On s'est rendu compte aussi que tout le monde étant en télétravail, tout le monde faisait des dossiers, des fichiers. On s'échangeait énormément de fichiers qui étaient parfois très lourds. Et tout ça, ça dépense énormément, enfin, ça consomme énormément d'énergie. Et là, on en vient à se dire, mais en fait, on dépense plus d'énergie avec le numérique qu'on en fait avec, par exemple, l'essence. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut faire très attention aussi dans le numérique à être ce qu'on appelle responsable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique responsable, où il faut, quand on envoie un fichier, on n'essaie pas d'alourdir sa boîte mail avec des fichiers trop lourds, on les envoie d'une autre manière. On ne télécharge pas des choses qui sont trop lourdes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Tous les fichiers, les 15 versions qu'on fait sur un même dossier, on ne les garde pas, les 15 versions, on ne garde que la dernière version. Parce que tout ce stockage de données, ça consomme énormément d'énergie. Alors, j'ai une question à laquelle je peux répondre. Est-ce que la chirurgie est un métier menacé par les évolutions techniques? Vous savez, la personne qui a répondu posé cette question, Clémence, j'ai vu des chirurgiens faire des interventions à distance via la 5G. Donc, avec l'avènement de la 5G, je pense que c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. Tu peux approfondir? J'ai répondu succinctement. Mais, Non, c'est exactement ça, le métier de chirurgien, mais ne serait-ce que le métier de médecin aussi est en train de se révolutionner quelque part. Aujourd'hui, on va presque plus voir, on sera plus obligé à un moment donné d'aller voir son médecin. Il suffira qu'on l'ait en face et il pourra déjà soigner la moitié des problèmes qu'on aura, quoi. Déjà, il ne donne plus de papier. Déjà, il ne donne plus de papier. Alors, il y a une question, pardon, je ne voulais pas te couper, mais il y a une question pour Anne-Laure. Je l'avais vue quelque part. Alors, pourquoi est-ce que je l'avais vue, cette question pour Anne-Laure? Alors, j'en ai une ici. Pour Clotilde, pardon. Pour Clotilde, oui, c'est Victor. Oui. Je l'ai passé alors. Oui, c'était par rapport au nombre des projections chiffrées des besoins personnels d'ici 5 à 10 ans. Alors effectivement, c'est dans le secteur du social médico-social, on avait chiffré à 300 000 emplois le nombre d'emplois à pourvoir d'ici 2030. Plus concrètement, si on regarde la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est au niveau national, bien entendu, si on regarde au niveau Nouvelle-Aquitaine, effectivement, on est juste sur les projections. Là, je vois, j'ai des chiffres des besoins en main-d'œuvre 2017 de Pôle emploi. Donc, 2017, c'était il y a 3 ans. J'ai pas de chiffres plus actuels parce que c'est souvent des enquêtes qui prennent beaucoup de temps à être chiffrées. C'était en Nouvelle-Aquitaine un besoin de près de 6 000 aides à domicile et aides ménagères, de 4 000 aides-soignants, de 2 000 infirmiers. Donc, on est globalement sur des métiers qui recrutent. Et la plupart du temps, on a du mal à trouver des candidats vraiment motivés par ces métiers-là. Et donc, la plupart ont vraiment, les personnes qui sont vraiment motivées par ces métiers-là trouvent un emploi. Je veux dire, les chiffres sont très positifs. On est à 75%, voire 80% d'emplois pour les gens qui sortent de formation dans le secteur social et médico-social. Ce sont des métiers qui sont non délocalisables, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui s'exercent autour de chez soi. Donc, c'est aussi, et les organismes de formation sont souvent proches de chez soi.
Donc ça, c'est quelque chose effectivement important. Donc voilà, je pense qu'en termes de données, de chiffres d'emploi, c'est beaucoup d'emplois autour de nous. Et je vous dis 300 000 d'ici 5 à 10 ans dans ces secteurs-là. Je vois une question aussi sur les métiers de pharmacie. Est-ce qu'ils vont se révolutionner? Je pense qu'effectivement, ce sont des métiers dans lesquels le numérique arrive aussi, voilà, comme dans tous les secteurs, le numérique est de plus en plus présent avec justement à la fois dans la prise de commande, mais aussi dans la manière d'apporter aussi les services, recevoir les commandes, avec justement ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y a eu de plus en plus de livraisons à domicile qui se sont organisées. Et les pharmaciens, il faut dire que c'est quand même des métiers de conseil. Souvent, on l'oublie, on vient juste chercher sa commande. Mais pour tous ces personnes vulnérables, c'est souvent un professionnel qu'on va voir régulièrement pour renouveler son ordonnance. Ils ont un rôle de conseil pour vérifier tous les problèmes de iatrogénie, les problèmes donc de cumul des médicaments. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important où justement, je pense que leur rôle de proximité va être important toujours dans cette notion justement de travailler en équipe avec les autres professionnels. Ils ont été très souvent isolés, enfin comme chacun des professionnels du secteur est extrêmement isolé. Et je crois qu'il y a une réelle dynamique aujourd'hui de travailler ensemble que les outils numériques vont justement faciliter. En Nouvelle-Aquitaine, on a notamment Paco et qui est un outil digital finalement qui permet d'avoir un cahier de liaison commun entre tous les professionnels pour partager justement l'évolution perçue par les différents professionnels, parce que chaque professionnel va recevoir des informations différentes sur l'état de la personne. C'est-à-dire qu'une aide à domicile, par exemple, c'est souvent à elle qu'on a chuté la nuit, par exemple. Vous le dites pas au médecin, parce que sinon, je vais aller en EHPAD. Ensuite, le pharmacien, vous dites pas ça, vous savez, en ce moment, c'est vrai que j'aimerais bien une boîte de plus de médicaments parce que globalement, chacun va recevoir une confidence et si on ne partage pas ces informations, on a un vrai risque de passer à côté de difficultés des personnes. Donc, le métier évolue aussi dans ce travail en équipe et dans l'arrivée des nouvelles technologies pour moi. Alors, il y a un intérêt, avant de passer à la question qui était similaire aussi en termes de débouchés pour Anne-Laure sur les métiers, j'ai quelque chose d'important à dire, puisque tu as commencé à aborder, Clotilde, la notion des besoins en main-d'œuvre. Il faut savoir que sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, lorsque les besoins en main-d'œuvre sont importants, la région s'implique au financement des formations pour les demandeurs d'emploi dans le cadre du programme régional de formation. Alors, la même question en termes de débouchés pour Anne-Laure. Oui, sur les programmeurs, Oui. Tout ce qui est programmation. Alors, il y a beaucoup de… Alors, un petit peu hein, comme dans ce que propose Clotilde, nous, dans le digital, on a énormément de demandes. Et pareil, on a 80% des gens qui sortent, qui trouvent du travail parce que les entreprises ont vraiment du mal à recruter dans le digital. Il n'y a pas assez de monde. Donc, n'hésitez pas à y aller. Tout ce qui est programmateur, ça peut… On a des formations en Bac+2, des DUT, des choses comme ça, qui peuvent déjà permettre d'avoir un premier emploi. Et après, ça va jusqu'au Bac+5 avec des titres d'ingénieur en informatique, par exemple, ou des masters. Mais déjà, tout ce qui est première partie, par exemple, DUT ou bachelor, enfin licence développeur full stack, voilà, ça c'est un débouché qui va… Une personne va trouver du travail tout de suite avec ce type de… Ça fait écho à la question de Nathan qui demande par rapport au développement et à la programmation informatique, quels sont les parcours que vous conseilleriez post-bac? Il y a soit les écoles d'ingénieurs, soit effectivement un cursus plus universitaire. Mais voilà, ça va dépendre vers quel métier on veut aller. On peut avoir tous les métiers qui concernent tout ce qui est information et réseau dans les entreprises, hein, les mises en place de réseaux d'ordinateurs, téléphonie et tout ça dans les entreprises. Ça, ce sont plutôt des bachelors ou des masters, mais qui vont être voilà, dans des écoles plus d'ingénieurs. Il y a une question sur la cybersécurité. Le fait que les téléconsultations se développent, est-ce qu'il y a un risque de piratage des données? Il y a toujours un risque de piratage de données, toujours. Le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de personnes justement dans la sécurité. Ce qu'il nous faut dans la sécurité, en fait, c'est des hackers. Il y en a qui veulent devenir pirates, c'est le truc idéal parce qu'on est pirate, mais on est légal. Donc, oui, il faut des hackers. Il faut des hackers, faut qu'on ait des gens qui aiment s'amuser, qui aiment aller chercher et tout ça.
pour pouvoir prévenir finalement toutes les attaques qu'on va pouvoir avoir. Et ce qui est rigolo quand Clotilde parle des personnes qui vieillissent aussi et qui sont quelque part de plus en plus digitalisées. Moi, j'ai un exemple tout simple, c'est ma grand-mère, elle a 101 ans, à 97 ans, on lui a offert sa première tablette et depuis, elle joue au Scrabble sur sa tablette. Donc, effectivement, je veux dire, le numérique arrive partout et on a besoin aussi de gens qui soient formés pour accompagner justement toutes ces personnes. Dans plein de métiers d'ailleurs. Bonjour, vous avez une liste de tous ces métiers. Alors, bien entendu, vous avez plusieurs ressources en recherche, c'est-à-dire si vous êtes étudiant ou scolaire, il y a les portails d'orientation pour tous, de l'ONICEP, du CIDJ, qui pourraient éventuellement vous apporter ces réponses. Mais vous avez une étude très intéressante pour les demandeurs d'emploi et même les salariés, qui a été menée par le Pôle emploi sur les métiers de demain, notamment les métiers de la robotique, du numérique et bien sûr les métiers à venir. Il donne ces listes-là que je vous ai citées tout à l'heure, telles que data miner, data scientist, chef data officer, expert en sécurité, développeur web. Là, on était sur le domaine du numérique. Après, dans le domaine de la robotique, on avait d'autres métiers tels que je retrouve mes notes, parce que j'en ai écrit tellement, les métiers de... je ne les trouve plus. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là. Les métiers tels que les concepteurs en robotique, les mécatroniciens, les opérateurs à commande numérique, les techniciens de maintenance. Et vous avez aussi les métiers de la réalité virtuelle dont on a parlé, les designers d'environnement immersif, les développeurs d'applications multimédia, les BIM managers. Et tout cela, voici, ça fait partie des métiers qui sont très recherchés, qu'on peut dire également en tension. Peut-être que je rajoute aussi, pardon. Non, je t'en prie, Anna, vas-y. Dans l'intelligence artificielle, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, bon, ça touche aux données également. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on ouvre un chatbot, par exemple, vous savez, la petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez des questions, on peut vous y répondre. En fait, tout ça, c'est une analyse de toutes les réponses qui ont déjà été données et en fonction de la question qu'on pose, l'ordinateur va savoir lui-même quoi répondre. Il n'y a plus personne derrière. Donc c'est quasiment de l'intelligence artificielle et on y va de plus en plus sur énormément de plateformes. Et peut-être que justement, pour revenir sur ce que tu disais, Hélène, il y a aussi Nouvelle-Aquitaine Cap Métiers, justement, qui a fait des grosses études sur les métiers du sanitaire et du social, sur lesquels on retrouve justement tous ces métiers en tension. Et donc, par rapport à la question de Marjorie Audemars, voilà, ces études-là permettent aussi par champ d'activité, de repérer les besoins en main-d'œuvre, justement, et ça compile à la fois les données de formation et les données en termes d'emploi. Tout à fait. Lorsque vous allez sur le portail de Cap Métiers, dans la rubrique métiers, vous avez les publications et ces publications-là portent exclusivement sur les secteurs d'activité avec des métiers en tension où il y a des besoins en main-d'œuvre extrêmement importants et pour lesquels la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, s'engagera à financer des formations pour les demandeurs d'emploi. Alors, justement, ça rejoint la question de Yona qui, justement, pose la question de l'évolution professionnelle et des reconversions possibles. Oui. Effectivement, à la fois, Hélène, tu disais 85% des métiers demain, on les connaît pas encore aujourd'hui. Donc, ça va exiger finalement une vraie adaptabilité et de développer beaucoup de savoir-être et de curiosité et d'agilité des jeunes et des actifs actuellement. Et je pense que c'est justement des financements comme les financements de la région, les financements de Pôle emploi permettent ces projets de reconversion professionnelle. Ou pour les salariés, le compte personnel de formation. Exactement. Et je vois dans les secteurs, dans les métiers du domicile, c'est beaucoup des métiers de reconversion, les métiers du domicile ou des structures médico-sociales. Il y a beaucoup de professionnels qui sont en reconversion et qui viennent à un moment donné rechercher des métiers porteurs de sens et d'utilité et qui, du coup, je voyais récemment, j'avais un retour de prestataires où ils voient beaucoup de monde, ils sont très surpris de voir autant de monde aimer leur métier. Et je crois que ce sentiment d'utilité dans notre secteur d'activité est très fort, quoi. Et pour le digital, oui, pour le digital, je voulais préciser aussi qu'il y avait beaucoup de formations initiales, mais il y a énormément aussi de formations, enfin il y a de plus en plus de formations sur la reconversion qui arrivent aussi dans le numérique, parce qu'il y a des gens qui veulent devenir programmeurs ou développeurs après une expérience dans un autre métier qui est complètement différent. Et il y a des écoles comme par exemple Open Classroom qui permettent ce genre de choses de reconversion et qui peuvent être prises en charge également par des tout à fait. Des choses comme ça. Alors, pour compléter en termes d'information, effectivement, on peut avoir des formations financées par la région avec des aides individuelles pour les moins de 25 ans, avec des financements même pour les salariés dans le cadre du CPF. Ça répond à la notion de
formation tout au long de la vie, puisque le fonds paritaire en 2014-2015 avait décidé que chaque actif de l'âge de 16 ans jusqu'à la retraite pouvait se former tout au long de sa vie, et d'où la création du compte personnel de formation pour tous les participants âgés de 16 à 25 ans, dès lors qu'ils souhaiteront mobiliser ce compte pour pouvoir aller vers une réorientation, une formation de leur choix. Alors, j'ai quelques problèmes à maintenir une connexion stable. Ah oui, ça c'était Bruno. Merci beaucoup, Eliona. En tout cas, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions posées, en tout cas, ou tout partie, mais quoi qu'il en soit, sachez que je reviens là-dessus. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine met à disposition un certain nombre de ressources sur le portail, les publications, la connaissance des métiers, le travail sur l'orientation, la recherche de formation, mais notamment les publications qui vous permettent d'avoir des compléments d'information. La recherche d'information, de formation est intéressante puisque lorsque les conseillers vous répondront, ils pourront vous dire l'existence ou non de la formation sur le territoire, si cette formation-là, elle est financée par la région ou non, quelles sont les modalités d'accès. Et là, vous aurez un ensemble d'éléments qui vous permettront de conduire vos projets, bien entendu, si ça va vers les métiers de demain ou les métiers du développement durable, comme nous l'avons vu préalablement. Peut-être que juste pour conclure, moi, un message qui me paraîtrait important à vous transmettre à tous, c'est qu'aujourd'hui, cette question de l'égalité homme-femme est de plus en plus importante. Et lorsqu'on préparait cette réunion-là, que ce soit Anne-Laure, Bruno et moi-même sur nos secteurs d'activité chacun, on se rend compte que les croyances qu'on avait, que les métiers de l'agriculture étaient réservés aux hommes, les métiers du numérique qu'aux hommes et les métiers du social et médico-social aux femmes, est vraiment en train de tomber et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une porosité et une nécessité justement que ces métiers du numérique et de l'agriculture deviennent davantage féminins et que les métiers du social et du médico-social deviennent davantage masculins. Il y a vraiment besoin justement de cette pluralité de profils et donc ne vous limitez surtout pas à ce côté très genré qui est vraiment en train de tomber dans un secteur comme dans l'autre, quoi. Il faut savoir quand même qu'il y a 70 ans, la programmation, on demandait aux femmes de faire la programmation sur les premiers ordinateurs. Et puis, il y a des choses qui sont devenues un petit peu plus techniques. Donc, les hommes se sont apparus. Mais oui, à la base, c'était les femmes qui faisaient de la programmation. Voilà, au tout début de l'informatique. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier de programmeur informatique ? Il faut être technique, il faut être très curieux. Il faut être, ce que disait tout à l'heure Clotilde, il faut être agile, il faut s'adapter. Il faut s'adapter tout le temps, il faut être curieux parce qu'il faut tout le temps aller chercher de l'information. Il faut être technique, il faut être réactif, il faut être logique et il faut être très rigoureux. Voilà, ça ce sont un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, on a l'impression qu'on ne peut pas les faire parce on les pense trop techniques, mais en fait, bien souvent, ce sont des savoir-être et des compétences qu'on a qui vont permettre d'accéder à ces métiers. Donc, il ne faut pas toujours penser que les métiers du digital sont des métiers pour des matheux et des gens qui aiment la science. Ça n'a rien à voir. Alors, nous avions 40 minutes d'imparti pour vous présenter tout cela. Mais nous sommes très, très bavards et nous aimons beaucoup parler de nos métiers. C'est pour ça qu'on a un petit peu débordé. En tout cas, c'était pour tenter de vous apporter un maximum d'éléments de réponse. N'hésitez pas à appeler le 0800 940 166 pour poser des questions et avoir des informations complémentaires sur les métiers. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir en tant qu'intervenant. On a perdu Bruno au passage, mais en tout cas, son intervention, on l'en remercie. Et puis, nous remercions toutes les personnes qui ont pu participer à cette action, même si elles n'ont pas posé de questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. Je vous remercie beaucoup, Clotilde, Anne-Laure et Bruno, d'avoir participé à ce webinaire sur les métiers de demain. Et ça nous a bien ouvert d'autres champs d'information. Et puis, on ira beaucoup plus loin avec ceux qui le souhaitent. Avec plaisir. Merci à tous. Merci pour les questions. Merci pour l'animation, Hélène. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.